Mes amis, bien le bonjour. On va parler aujourd'hui d'un vol absolument extraordinaire, le vol Air Canada 624. Et on va voir comment, des fois, une mauvaise compréhension d'un concept, d'un mot, peut venir empoisonner le savoir des pilotes, la documentation qu'ils reçoivent, la formation qu'ils reçoivent, et puis causer un jour un désastre. Donc, on est le 25 mars 2015 et on a ce vol Airbus A320 pour l'avion qui va relier Toronto à Halifax. Il y a 138 personnes à bord et puis notre appareil va faire son vol le plus normalement du monde jusqu'au moment de l'approche. Alors, l'approche sur Halifax va se faire vers minuit 30, donc il fait nuit. On a pas mal d'éléments ce jour-là. Il y a une tempête de neige, pas la pire tempête, pas celle du siècle, mais quand même, il y a une tempête de neige. Il y a des nuages, des précipitations, donc ça va quand même réduire passablement la visibilité, et en plus, c'est la nuit. Donc, notre équipage est autorisé à s'approcher sur la piste 05, et celle-ci n'avait pas d'ILS, n'avait pas un système de guidage aux instruments complets. Mais ce qu'elle avait, elle avait un lock. Donc on est ici sur la piste 05 et on a une approche de type lock DMI. Alors, le lock, c'est la partie, si tu veux, de navigation latérale de l'ILS. Si tu veux, pardon d'utiliser une terminologie Boeing sur une vidéo qui parle d'Airbus, mais la navigation latérale, c'est ce qui permet de trouver l'axe de la piste, donc le lock permet de trouver. Le DME, c'est ce qui permet d'avoir la distance par rapport à la piste, donc ça c'est super. Par contre, on n'a pas de guidage vertical ici. Sur le plan vertical, tu vois, sur le plan vertical, on n'a pas de guidage. Alors que sur un ILS complet, on a ce qu'on appelle le glide slope, qui permet également, c'est un autre faisceau radioélectrique, qui permet de savoir ou de matérialiser la pente de descente, qui permet à l'avion toujours de rester sur la bonne pente. Donc, ce que nos pilotes vont faire, en suivant ce qu'on appelle les SOP, donc les procédures d'opération standard de la compagnie, ils vont faire ceci. Ils vont utiliser un mode FPA. Ça signifie, je fais tomber mon stylo, c'est pas grave. Donc, regarde, on a notre piste qui est là, ok. Ça, c'est la piste 05. Et eux, ils sont là. Ils calculent qu'il leur faut à peu près, grosso modo, en tenant compte de tous les paramètres de la journée, ils calculent qu'il leur faut un plan de descente à partir d'ici de 3,5%. 3,5%. Donc, ce qu'ils vont faire, donc ce plan-là, il dit c'est 3,5%. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre le pilote automatique dans un mode qui va afficher un petit oiseau, c'est le mode FPA. Et en fait, ce mode-là, tu lui donnes 3,5 degrés, tu mets moins 3,5 degrés parce que c'est en descente ici. Okay, et puis, ce qu'il va faire, il va faire en sorte que le vecteur vitesse de l'avion, eh bien, il va avoir un angle de 3,5 degrés sous l'horizon. Ça signifie, si je prends mon horizon, l'horizon est là, eh bien, les 3,5 degrés sont ici. Okay, cette vision rapide, simpliste, a un gros défaut. C'est comme ça qu'elle était décrite dans les procédures standards de la compagnie, c'est comme ça qu'elle était expliquée aux pilotes, mais ce n'est pas comme ça que Airbus l'a conçue, ni comme ça qu'elle était dans les manuels de l'appareil. Donc il y a eu, si tu veux, comme on dit des fois, lost in the translation, ça signifie ça a été perdu lors de la traduction, ici plutôt lors de la transcription. Quand on a voulu partir de la documentation Airbus et fabriquer une documentation compagnie, on s'est gouré. Voilà, on s'est gouré quelque part. Parce que ça, c'est faux, cette vision-là est fausse, je te dis. Ce qu'on comprenait, ce qu'on avait compris quand on avait élaboré donc, ces procédures, c'est que si je prends ce point-là et je mets moins 3,5, c'est comme si l'avion allait définir un plan de descente de 3,5 degrés et le suivre. C'est comme ça que c'était compris. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, ce qu'il va faire. En réalité, l'Airbus va suivre un plan de 3, va tenter tout le temps de garder moins 3,5 degrés à chaque instant, mais sans mémoire. Il n'y a pas de mémoire de ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas ça, il ne va rien matérialiser, il ne va pas matérialiser quoi que ce soit dans l'espace. Il va tout simplement tenter de garder 3,5 degrés à chaque instant T.
sans considération pour les instants précédents ou suivants. Voici la différence. Imagine, donc on imaginait, donc les pilotes l'imaginaient comme une forme d'ILS du pauvre. Bien sûr, ils n'ont jamais pensé que c'était aussi précis qu'un ILS et tout ça, mais en même temps, ils ont pensé que c'est ce que ça allait faire. En réalité, je te donne un exemple tout bête. Mettons ça juste temporairement, imaginons temporairement que ça, c'est un ILS, c'est un plan de descente d'un ILS, et que le pilote automatique est calé dessus. Donc le pilote automatique se cale dessus, ça c'est mon avion. Mettons qu'il y a par exemple une bourrasque de vent ou il y a une turbulence qui amène l'avion sous le plan de descente. Que va l'avion? Que va-t-il faire? Il va reprendre le plan de descente. Imaginons qu'après le vent change de direction ou il y a une autre bourrasque qui va le soulever au-dessus du plan de descente. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers le plan de descente, tu vois? Donc il va tout le temps, quand on est par exemple sur un ILS, sur un guidage ILS, il va tout le temps vouloir garder ce plan qui est matérialisé dans l'espace. Il est fixe le plan descente d'un ILS. Il est là, tu peux le dessiner, il est là. Et l'avion va rester dessus. C'est pas vrai ça. Donc, ici voilà ce qui va se passer. Je vais te dire en rouge ce qu'a fait l'avion. Donc il commence là. Mettons il y a une petite bourrasque qui le pousse plus bas que le plan de descente envisagé. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite rattraper 3,5 degrés. Il va tout de suite dire, oups, là je suis descendu trop bas. Accélère, remets-moi 3,5. Donc il va moins avec 3,5. Ok, super. Il va stabiliser quelque temps. Après, mettons 20 secondes, 30 secondes plus tard, il y a encore une autre turbulence où le vent change de direction ou autre, et bam, il va descendre, il va y avoir un choc un peu plus bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Mettons, il va perdre 10 mètres, hop, on va dire, oula, là ça descend trop, hop, je vais rattraper. Je vais mettre 3,5. Et donc ce qu'il va faire, il va tout le temps suivre un chemin qui est parallèle à ce plan, mais qui sera toujours, qui va varier en fonction donc des éléments, qui va varier en fonction du vent, des turbulences et tout ça. Ce qui fait que tu vois que on n'est pas du tout en train de suivre ce plan-là, on est chaque fois en train de suivre des mini morceaux de 3,5, moins 3,5 degrés, mais qui peuvent se retrouver à peu près n'importe où. Il y a un seul cas, il y a un cas unique où ça et ça, c'est la même chose, ce qui est en rouge et ce qui est en noir, c'est, imagine, on a zéro vent. On arrive un jour, il n'y a pas de vent du tout, il n'y a pas de turbulence, il n'y a rien du tout. Alors effectivement, ouais, dans ce cas-là, on met moins 3,5 et il va suivre ce chemin-là, du moment que personne ne vient le perturber. Mais si jamais il y a une perturbation vers le haut, vers le bas, il ne va jamais vouloir rattraper le plan, il va juste corriger. Ok. Ça, c'était une méga erreur qui était dans les SOP d'Air Canada. Donc une erreur, ça arrive. Ok. Maintenant, en aviation, on essaie toujours d'avoir un système qui est tolérant aux erreurs. Tolérant aux erreurs, ça veut dire quoi? Tolérant aux erreurs, ça signifie que mon système, eh bien, il n'y a pas dedans une seule étape entre l'erreur et la catastrophe. Ça signifie si jamais il y a un problème, une erreur quelconque, on a plus loin des éléments qui permettent de la choper, qui permettent de la rattraper. Alors voilà. Si tu prends l'approche publiée pour la 05 en log DMI par Jeppesen, eh bien, ce qu'il y avait, il y a un petit tableau. Il y a un petit tableau comme ceci. Et ce tableau, il va te donner distance, altitude. Donc, tu vas avoir la distance, mettons 8, 5, 3, puis l'altitude qu'on va te donner des altitudes. Ça permet de faire quoi? Ça permet au pilote d'avoir ça sous les yeux et puis vérifier régulièrement, à intervalles réguliers, qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Qu'ils sont ni trop haut, ni trop bas. Hein, ça signifie, voilà, descendre et vérifier. Attention, regarde DMI, 5,0, top. Je regarde l'altimètre et je vois, est-ce que je suis trop haut, trop bas, ou est-ce que je suis pile poil? S'ils avaient fait cette vérification, ils auraient effectivement constaté que leur appareil, systématiquement, à chaque point de vérification, était en train de dériver plus bas, plus bas, plus bas que le plan de descente. Mais voilà ce que disaient les SOP d'Air Canada, et c'est là où ça devient complètement fou. Ils disaient que lorsqu'on utilise ce type d'approche-là, lorsqu'on utilise le mode FPA de l'Airbus, ok, lorsqu'on utilise ce mode-là, on n'a pas à vérifier ça. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un aurait l'idée, n'est-ce pas, de dire il n'y a pas besoin de vérifier. On est dans une approche sans visibilité, ok, on est dans une approche dite non précise. On n'a pas de guidage parce qu'on n'a pas de guidage vertical. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, vous savez quoi les gars, ne faites pas de vérification s'il vous plaît. Pourquoi quelqu'un, ça lui viendrait à l'idée? En tout cas,
Les pilotes ont respecté les instructions de la compagnie et n'ont pas fait la vérification. Ce qui va se passer, c'est qu'ils continuent à descendre. Il y a à un moment donné des feux de civilisation qui vont probablement confondre avec les feux d'approche parce qu'ils s'attendent à ce que l'appareil surgisse là, bien aligné sur la piste, que ce soit sur le plan vertical ou horizontal. Donc, ils sont sûrs que tout est carré. Hein, question VNAV, LNAV, tout est carré. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir soudainement de la lumière. Et ça, c'est pas des feux de piste, ça, c'est des feux de civilisation. Les feux culturels, comme ils disent au Canada. En tout cas, ils voient ces feux culturels, ils disent « Ok, continue, c'est bon ». Et continue, il passe sous la MDA, ça signifie il passe sous l'altitude minimale de descente. À partir de cette altitude, ils doivent avoir vu la piste. Et en fait, la piste n'était pas là, elle était plus loin. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils sont trop bas, ils réalisent qu'ils sont passés sous le plan de descente, qu'ils se sont fait avoir, prennent les manettes des gaz, ils les poussent complètement pour une remise des gaz, cabrent l'avion, et à ce moment-là, ils tapent brutalement. Donc, l'appareil va taper. Alors, ce qu'il va faire, il va venir frapper ici, tu vois. Donc là, il va venir frapper ici. On est à, grosso modo, 250 mètres avant la piste. Ils vont taper aussi sur des fils électriques, tout ça. Mais ils ont eu de la chance parce qu'on aurait pu avoir un hangar ou on aurait pu avoir des rochers ou n'importe quoi, tu vois. Donc, ils ont eu vraiment une grosse chance. Ça tape ici. Après, il rebondit plusieurs fois. Bing, 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 comme ça. Et puis, il finit sur la piste, tu vois. Il finit ici sur la piste, complètement défoncé. Il y a un réacteur qui a été arraché, qui a été retrouvé un peu plus loin. Donc, réacteur arraché, l'appareil, mais complètement défoncé. Mais tu réalises, c'est solide quand même des appareils, hein, des avions, parce que des gens, ils ont peur lors des turbulences et tout ça, mais franchement, et en plus des turbulences, honnêtement, quand tu es en vol, hein, en altitude, c'est des turbulences qui arrivent en air raréfié. Hein, il n'y a pas beaucoup d'air. Hein, donc c'est vrai que ça secoue, ça tape, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'énergie derrière, hein, parce que l'air est raréfié déjà. Mais là, on tape sur du sol. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'appareil donc, est bien secoué et il s'arrête, net. Là, il y a une évacuation qui va se faire. Les gens commencent à sortir. Ils ont quand même pas mal de blessés, dont en particulier le copilote. Parce que le capitaine, lui, bon, bah, il a été secoué, tout ça, mais le pire, c'était le copilote. Parce que le copilote, ce qui s'est passé ceci. C'est que normalement, il a une ceinture de sécurité autour de la taille et il a deux ceintures qui vont sur les épaules, qui viennent s'accrocher dans une sorte de disque là qu'il a au niveau de la taille, ok? Au niveau du ventre, là, de la taille. Donc, ce qui va se passer, c'est que la sangle droite, eh bien, n'avait pas de système d'arrêt. Ça signifie normalement, elle sent comme une ceinture de sécurité, enfin de voiture ou autre. Si tu tires sèchement dessus, elle doit s'arrêter. Eh bien, le système d'arrêt, un système inertiel d'arrêt, un système mécanique, qui si on tire lentement, elle vient, donc elle permet une liberté de mouvement, mais si on tire brutalement, elle doit bloquer. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas bloqué du tout. Le système était endommagé depuis longtemps, ça n'avait jamais été repéré. D'ailleurs, si tu regardes, il y a une vidéo dans ce canal, il y a un ami à moi qui est décédé dans ces conditions-là, c'est qu'il décolle, il perd les deux moteurs, il veut faire demi-tour pour revenir vers la piste, c'est mauvais carburant. Donc les deux moteurs sont arrêtés en succession rapide, l'un après l'autre. Après, virage serré pour revenir vers la piste, perte de contrôle, l'avion s'écrase, et pour rajouter vraiment le dernier élément là qui va sceller son sort, c'est que les deux ceintures, eh bien, le harnais avait leur système qui était endommagé. Ce qui fait que son corps est parti de l'avant, il a tapé contre le tableau de bord, contre le manche et tout. Et puis voilà, quoi, ça a sectionné une artère au niveau du cœur. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que notre copie, son corps va aller de l'avant, mais il va pivoter. Pivoter, pourquoi? Parce que tout simplement, l'épaule gauche est coincée et l'épaule droite est libre. Donc, il va pivoter, sa tête va partir de l'avant et il va taper, ça va le blesser très, très méchamment à l'œil. Je pense qu'il a perdu un œil, d'après ce que j'ai entendu, mais j'arrive pas à trouver exactement le détail de toutes ces blessures. Mais en tout cas, c'est une blessure extrêmement grave au niveau de l'œil droit. Donc, les secours sont arrivés. Il y a eu pas mal de retard à évacuer les passagers parce qu'il y avait des règles aussi à l'aéroport qui disaient que d'abord on envoie les pompiers, ok, on envoie d'abord les pompiers, ok, on envoie les pompiers et après seulement, on envoie le transport, ok, et on doit attendre que les transports, que les pompiers disent
c'est bon, la scène est sécurisée, ça signifie on a contrôlé tout ce qui est incendie, machin, tout ça, pour que les transporteurs puissent venir prendre les passagers. Alors, le problème, c'est que ce schéma-là, n'interdit pas ce qu'on prépare les transports pour, dès que les pompiers le disent, on y aille. Eh ben, eux, ils étaient un petit peu en retard sur ça. Et donc, les passagers, ils étaient dans le froid et tout, il faisait moins 5 degrés cette nuit-là, plus le blizzard et tout. Ils sont restés quand même pas mal de temps sur la piste par cette température, hein, tu vois, surtout quand tu viens pas habillé très lourdement et tout. À propos d'habiller lourdement, il y a des gens qui ont tenté aussi de partir avec leurs valises, ok, mais ça, je pense sincèrement, question valise, je pense qu'il va falloir que les autorités aéronautiques changent les règles de certification des avions. Ça signifie qu'il va falloir que l'évacuation soit déterminée avec les valises et les sacs à dos. Ça signifie ce qu'on doit faire. Pas dire aux gens, laissez vos valises et toutes vos affaires et sortez. Et après on dit, ah, ils sont sortis en 90 secondes, donc c'est génial, on valide. Non. On doit leur dire, prenez tous vos valises, vos manteaux, vos affaires et tout ça, évacuez. Et on doit évacuer en 90 secondes. Dans ce cas-là, vous allez voir, l'obligation sera d'avoir plus d'issues de secours dans les avions et peut-être même moins de sièges en réalité aussi. Hein. Parce que, sincèrement, c'est ce que font les gens. Hein. L'histoire de laisser ses affaires, moi je laisserai mes affaires, mais l'histoire n'est pas réaliste. Et à propos des affaires, vous savez, sur ce canal, j'ai reçu une fois quelqu'un qui était dans le navire Costa Concordia, ce navire qui s'était couché en Italie, tapé contre des rochers. Et puis, le capitaine voulait crâner un petit peu, puis finalement, il a crevé la coque et tout. Ben, les gens qui sont partis sans leur valise, sans argent, sans passeport, ça n'a pas été simple pour eux. Hein. Ça n'a pas été simple. Certains se sont retrouvés en SDF en Italie. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, l'ambassade des États-Unis, il y a des gens qui avaient un passeport américain, ils leur disaient, écoutez, nous on est l'ambassade, on n'est pas là pour vous aider, quoi. Vous devez vous débrouiller. Voilà les frais de passeport. Tu veux un passeport en urgence, ça coûte tant, tu dois ramener l'argent. Et on n'a pas la monnaie. La machine là-bas, tu peux aller prendre des photos. Elle prend X dollars ou X euros. Tu payes toi-même. On va pas payer pour toi, tu vois. Et les gens qui avaient une carte de séjour et tout, ceux qui sont étrangers, c'est pire encore pour eux. Pour qu'on leur sorte une carte de séjour à l'étranger dans une ambassade. Bonne chance, quoi. Les gens n'avaient pas de quoi manger, n'avaient pas de quoi se payer le taxi, tout ça. Il faut pas croire que parce que tu as un problème, tu as survécu à un crash, que tout est gratuit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu survis à un crash, tu arrives à l'aéroport, bon, ben, tu vas à un McDo, bon, ben, c'est combien, quoi? Tu payes. Si ta carte est restée dans l'avion, ben, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Hein? Tu essaies de supplier là, des passagers, tu auras quelqu'un de gentil qui va te payer une boisson ou autre chose. Mais c'est pas évident, quoi. Il faut pas croire. C'est pour ça que les gens ont tendance à faire ça, parce qu'on vit dans un monde assez inhumain, l'air de rien, n'est-ce pas? Donc, voilà. Finalement, sur les 138 personnes, ce qui est génial, c'est qu'on a 138 personnes qui sont OK, d'accord, ce qui est super, hein, je vais dire, on ne demande rien de plus à un pilote. Après, il y a eu quand même quelques blessés. L'appareil est parti à la poubelle, hein, il a été complètement détruit, plus des dégâts un peu matériels sur la piste et tout ça, mais ça, c'était pas le plus lourd à réparer. Donc voilà, et les SOP, les procédures standards ont été, tenez-vous bien, ont été modifiées. Mais voilà. En tout cas, c'était justement un accident. C'est pas un incident, c'est un accident, parce qu'il y a quand même un avion qui est parti à la poubelle. Il n'y a pas besoin de mort pour avoir un accident. Dans la définition OACI, c'est pas les morts qui font l'accident. Bon, ils le font. Hein. S'il y en a, oui, c'est un accident. Mais ce niveau de dégâts, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Une chance que l'avion n'a pas pris feu, tout ça. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Escrologie. C'est un livre, je pense, important à lire parce que ça parle de comment on utilise l'écologie politique pour justement s'attaquer à notre mode de vie, s'attaquer à l'économie, s'attaquer aussi à l'aviation, rajouter des taxes, interdire des avions, bloquer des trucs, tout ça. Donc, je pense que c'est une lecture indispensable. Vous le trouvez sur Amazon, format Kindle ou papier, et il est même disponible sur Audible pour ceux qui préfèrent écouter. C'est moi qui le lis. Je suis très fier de ça. Merci mes amis, et merci pour ceux qui soutiennent ce canal partout, Patreon, tout ça. Et on se voit dans la prochaine.